Bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ces rencontres d'Hippocrate. Nous les avons intitulées « Le futur de vieillir ». Et nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Ça a peut-être échappé à personne que nous étions la journée internationale des personnes âgées. Donc, bienvenue. Je vais vous dire quelques mots avant de laisser la parole à nos conférenciers. Quelques mots de bienvenue et au niveau de l'organisation et des partenaires. Donc, ces rencontres d'Hippocrate sont organisées avec la faculté de médecine. Et je remercie le professeur Pellegrin d'être là, qui représente le Collège Santé, avec la faculté de droit, le doyen Saint-Pau, que je remercie aussi d'être là, et également le Conseil de l'ordre départemental de l'ordre des médecins, avec son président honoraire, le président Roche et le président Broucas, qui ne saurait tarder. Voilà, donc je remercie les partenaires pour leur confiance. Je remercie également notre sponsor qui nous soutient, le groupe Pasteur Mutualité, que vous avez vu à l'entrée. Je remercie la librairie Mola de nous prêter cette magnifique salle où la conférence est captée. Il y a une captation de vidéo et elle est retransmise. Vous pourrez retrouver donc l'ensemble de la conférence sur notre site internet www.leh.fr à la rubrique événements. Vous retrouverez également toutes les autres rencontres qui se sont déroulées. La prochaine rencontre se déroulera le lundi 12 novembre et sera sur le thème du secret médical à l'épreuve de la protection de l'enfance. Nous aurons donc deux personnes pour animer cette journée, un juriste et un médecin, le professeur Goutenoir et le docteur Pillet. Voilà, donc vous retrouverez un stand de la librairie Mola où différents ouvrages sont présents. Donc je remercie le professeur Batin pour la confiance qu'il m'a accordée, pour également m'avoir soufflé et organisé cette journée avec l'intervention du professeur Michel. Je remercie chaleureusement et vivement d'être présent ce soir parce que je sais que son agenda est très pris. Donc c'est un honneur que nous avons et un privilège de le recevoir. Donc merci pour votre présence. Vous trouverez donc l'ouvrage du professeur Batin sur le vieillissement réussi. Et je pense que nous avons préfacé par le professeur Michel. Et nous avons un bel exemple, je pense, qui illustre justement le titre de son ouvrage. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole, mais avant de lui laisser la parole, parce que c'est difficile de la garder après, je vais donner la parole au professeur Hervé, qui va vous dire quelques mots avant de laisser la parole à nos conférenciers sur les rencontres d'Hippocrate. Bonjour à tous. C'est difficile, d'ailleurs, vous allez voir, pour moi de m'insérer parce que je vais me retrouver avec deux personnages, deux grandes personnalités qui sont membres de l'Académie de médecine, qui ont des titres fort importants et qui, en plus, ont une compétence qu'ils vont vous délivrer, compétence que vous attendez puisque nous sommes tous concernés, cela a été dit, que l'on ait 80 ou qu'on ait même 30 ans, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous avez d'ailleurs peut-être un peu moins. Donc, ce qui veut dire, vous êtes parmi les précautionneuses, en quelque sorte. Alors, nous sommes là dans le cadre de ce qu'on appelle les rencontres Hippocrate. Les rencontres Hippocrate ont été, inaugurées à la faculté Paris-Descartes. C'est pour cette raison que je suis là, à l'université Paris-Descartes. Et nous avions l'habitude d'en faire une par mois. Vous voyez, comme quoi ça nous apparaissait important. Et le sens même de la rencontre Hippocrate était que la faculté de médecine, car c'était à la faculté de médecine que ça se passait. Ici, c'est beaucoup plus la faculté de droit qui est, en première loge, en quelque sorte, puisque souvent, vous nous recevez même dans votre amphithéâtre. Et donc, l'intérêt de ces rencontres est tout simplement que la faculté, par rapport à la ville, soit capable de lutter contre l'obscurantisme ambiant, c'est-à-dire cette peur, en définitive, non seulement de la médecine, mais des technologies, des recherches, et de manière à faire un rôle, voyez-vous, je ne sais pas si certains travaillent dedans, dans ce qu'on appelle le RSE, c'est-à-dire une certaine responsabilité de l'institution universitaire par rapport à la ville pour
leur dire exactement ce qu'ils font dans un esprit de transparence. Et à partir de ce moment-là, un chercheur intervenant et un débatteur qui est de l'extérieur. Là, nous avons fait exactement l'inverse, ce que nous faisions aussi de temps en temps, c'est-à-dire quelqu'un qui est extérieur, puisque j'ai cru comprendre que le professeur Michel se trouve à Genève, à l'OMS, et à partir de là, nous avons demandé à M. Batin, qui venait de faire un livre particulièrement important, et je vous souligne quand même le titre, « Une vieillesse réussie ». Quand même, c'est ça qui est important. Réussi, c'est le mot réussi qui est important. Le vieillissement réussi. Et c'est sur le temps, autour de Montaigne, qui est le pilier, des écrivains, des artistes et des médecins. Et il est illustré. Et la dernière illustration, c'est un des derniers autoportraits de Pablo Picasso. Vous nous feriez le plaisir peut-être de décasser un peu quelques livres, peut-être après, on pourrait voir. Pour moi, hein. Mais c'est pour... Mais c'est pour l'éditeur, hein, Damien Blanchard, qui est un des membres de la bibliothèque de l'Académie de médecine et qui a cette passion, en effet, de l'édition. On était à Meaux il y a 2 jours et vraiment, c'est du mérite, hein, parce que c'est pas la librairie édition Mola, hein, c'est un tout petit éditeur et qui a ce grand mérite de prendre des risques d'éditer et de ne pas vendre. Donc, ayez une bonne action, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Hein. L'information est donnée. Bien, le thème d'aujourd'hui est particulièrement important, car la gériatrie est une spécialité neuve. Et elle a eu beaucoup de difficultés de sortir de la médecine interne il y a quelques années et d'être représentée au Conseil national des universités, alors que c'est sûrement une des spécialités d'avenir. Spécialité d'avenir pour plusieurs raisons. Nous travaillons beaucoup avec l'intelligence artificielle, nous travaillons beaucoup avec toutes ces nouvelles technologies qui vont aider les différents patients lorsqu'ils auront besoin d'affirmer leur autonomie. Mais aujourd'hui, on est dans un autre domaine de la gériatrie qui se développe, qui est tout à fait nouveau, d'autant plus en France, où nous avons un système qui est beaucoup plus orienté sur le curatif. Eh bien, nous avons toute une vision à avoir de ce que les anglo-saxons, et pas simplement eux-mêmes, ont développé vis-à-vis de déterminants qui permettent, et d'un certain nombre d'actions qui vont vous être présentées aujourd'hui, pour limiter le vieillissement. Et c'est ce que nous avons donc comme réflexion. Si vous voulez bien, après la présentation du professeur Michel, M. Batin nous fera le plaisir de lui poser quelques questions, si vous voulez bien, de débattre en quelque sorte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne sera pas d'accord, mais c'est pour mettre en exergue un certain nombre de points. Et surtout, ce qui est important ensuite, c'est la parole à la salle pour que vous puissiez vous exprimer, poser des questions, parce que je vous dis, les rencontres Hippocrate sont justement pour donner la parole au-delà des institutions de santé, de droit, comme elles sont représentées là. Et c'est elles qui organisent, pour bien montrer en quoi le débat public doit être tout à fait organisé, et ils sont là pour vous répondre. On va demander au professeur Michel s'il veut bien, il est très humble, il a voulu rester là, s'il veut bien monter et nous faire le plaisir de sa communication. Alors, je crois que M. Batin va le présenter. C'est surtout à M. Batin vous-même de le présenter. Bien sûr, qui est un plaisir. Mais avant de présenter notre ami et confrère Jean-Pierre Michel, je voudrais faire remarquer à l'assistance, messieurs les doyens, mesdames, messieurs, que nous sommes ici dans la salle ou la station Ozone. Et donc, je crois que je me dois d'avoir quelques explications pour, en particulier, les Parisiens et Parisiennes qui sont là et qui ne connaissent pas Decimus Magnus Ausonius, qui était un poète gallo-romain, si vous voulez, du IVe siècle, qui est né en 310 et qui a eu une grande longévité, puisqu'il est mort à la fin du siècle. Il est mort à 84 ans. Et il nous donne un exemple d'un vieillissement réussi
parce qu'il a su profiter des biens de la vie. Ses œuvres complètes, ça fait un gros volume qui a été publié par Mola, qui nous a été présenté d'ailleurs par Xavier Darcos, qui est un latiniste consommé, comme vous savez. Et cet Ozone est tout à fait intéressant parce qu'il était de famille médicale, son père était médecin à Bazas, et dans ses œuvres très abondantes, en latin, il a tout écrit en latin, il fait l'éloge des professeurs qu'il a eus à Bordeaux. C'est quand même intéressant de savoir que notre université avait des bons rhéteurs, qu'il célèbre donc. Et puis, comme il était connu à cette époque-là, il est devenu le précepteur du fils de Valentinien. On est évidemment dans l'Empire romain tardif. Si bien qu'il a été appelé par celui qui l'avait élevé, Gratien, à Trèves. Il est monté à Trèves, là-haut, et il a abandonné évidemment les vins du Bordelais pour goûter le vin de Moselle, qui n'était pas de même nature, mais enfin, il s'en est contenté. Et il a été sénateur, consul, donc il est arrivé au sommet de la hiérarchie romaine. Et il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps parce qu'il a su goûter les plaisirs de la vie, et en particulier le vin. Il devait avoir une propriété probablement du côté de Saint-Émilion, puisqu'il y a encore un cru qui porte son nom, hein? Un cru célèbre. Voilà. Et ce poète, dont je n'ai pas tout lu, mais enfin, il était très libre. Il a fait des vers érotiques, il a fait des hyménées, et dans un style très, très libre, hein? Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il vit à une époque, au IVe siècle, où c'est le passage au christianisme. Et vous avez des témoignages ici à Saint-Seurin avec la nécropole paléo-chrétienne, hein? Ce virage que vous retrouvez aussi à Marseille, Saint-Victor, c'est IVe, Ve siècle. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que son élève, qui était d'une famille très riche, puisqu'elle avait des terres en Campanie, donc du côté de Naples, s'appelait Paulin. Donc Paulin, ça vous donne des souvenirs, la place Puy-Paulin, ici, qui est tout près. Hein, l'avenue des Universités, l'avenue Paulin de Nol. Et ce Paulin, donc élève de Ozone, lui, est devenu un chrétien complet, fervent. Il était marié, et puis quand il est devenu vraiment prêtre, il a vécu comme sa femme, très chastement. Il est parti à Nol, il a restauré un édifice, d'ailleurs, et qui était réputé faire des miracles, et il est devenu même évêque. Et c'est pour ça qu'on parle de Saint Paulin de Nol. Vous voyez le rapport avec Ozone, hein? Donc ce clivage du IVe siècle, et tout ça pour dire que Ozone était un bon vivant, qu'il a eu une carrière et un vieillissement réussi, et qui nous donne un exemple. Est-ce que le professeur Michel est de la même trempe? Ah ben, bien sûr. Alors, le professeur Michel... Je suis très content de le présenter parce que, oui, il est dans cette filière d'écrivain, de médecin, et en plus, il est aquitain. Il est aquitain, et oui, il est ancien interne de Limoges. Il me l'a appris hier soir. Oui, donc il est chez lui ici. Il est chez lui, hein? Voilà, et c'est à Limoges, qui à l'époque était une école dépendant de la faculté de médecine de Bordeaux, comme Poitiers, donc c'est maintenant la Nouvelle-Aquitaine, on revient sur ce qui existait déjà, eh bien, il a fait la médecine interne et il s'est très vite intéressé à la gériatrie. Donc, il est parti consacré gériatre de Limoges, de l'Aquitaine. Et c'est comme ça qu'il a été recruté à Genève. Et là, à Genève, évidemment, malgré quelques difficultés locales, parce que quand on est importé comme ça fait frissonner, évidemment, les locaux. Mais il a réussi à s'imposer parce que il a à la fois la compétence et la force de se faire entendre, hein, et c'est comme ça qu'il est devenu expert à l'OMS, le référent. Et à l'Académie de médecine, il est manifestement le référent pour la médecine gériatrique. Et c'est pour ça qu'il a sorti, là, tout récemment, un livre qu'il a dirigé. C'est sous sa direction qu'un certain nombre, je ne sais pas combien, mais beaucoup de contributeurs ont fait que c'est un traité de médecine gériatrique, le premier du nom, à Oxford Publication, qui a été couronné d'un grand prix, un award américain. Donc, c'est dire, oui, comme vous le disiez, oui, c'est une sommité gériatrique. Voilà. Et donc, on est tout à fait heureux de, voilà, saluer la sommité gériatrique. C'est ce qu'on appelle mettre la pression. La pression, oui.
Alors, si vous voulez mettre encore plus la pression, c'est que celui qui a fondé la gériatrie, on peut le dire, hein, je crois que je l'avais mis dans le livre, là, c'est Charcot. C'est Jean-Martin Charcot, le maître de la neurologie, de la salpêtrière. Parce qu'il a commencé d'abord à la salpêtrière par les vieux, hein, il y en avait beaucoup, et c'est comme ça qu'il a décrit les maladies des vieux, etc. C'est le fondateur, et là, les gens ne savent pas, hein, sauf les Américains, qui sont plus au courant de l'histoire de la médecine que nous. Hein. Voilà, donc je suis très, très heureux de le recevoir parce qu'on se connaît maintenant et on s'apprécie. Et donc, il va nous dire ce qu'il en pense. Et une fois qu'il aura fait sa conférence, je vous livrerai, non pas mes impressions personnelles, ça n'a peu d'intérêt, mais deux textes que je trouve très beaux. L'un de François Mauriac sur la vieillesse, que la plupart certainement ne connaissent pas, qu'il avait livré lors du 80e anniversaire de son frère, le doyen Pierre Mauriac, et un texte également sur le vieillissement de Benoît de Groult. Donc nous serons à parité entre un romancier masculin et une romancière. Voilà, cher Jean-Pierre, vous avez la parole. Peut-être lui donner le micro, alors. Ah, Je vous en prie, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être là, en fait. On m'a mis de la pression pour que je vous parle du futur du vieillissement. Je vais essayer de le faire le mieux possible pendant une demi-heure à peu près. Et j'espère ensuite arriver à débattre avec vous et avec Monsieur Batin, parce qu'a priori, il parle beaucoup. Donc, il va falloir que je sois un homme fort pour essayer de... Ah, d'accord, alors parfait. En tout cas, merci d'être là et merci de partager avec moi ce que je vais vous dire pendant à peu près une demi-heure. Donc, pour parler du futur du vieillissement, je vais vous présenter un menu que je vais essayer de suivre. D'abord, je vais vous parler du processus de l'avancée en âge. Je ne vais pas être très long, mais ce sera un tout petit peu compliqué. Ce sera la partie la plus difficile. Puis ensuite, je vais vous parler de l'historique du vieillir en santé. Alors, on a un livre qui s'appelle Vieillissement réussi. Moi, je vais vous parler du vieillissement en santé et de plusieurs définitions que vous allez voir apparaître. Ensuite, je vais vous donner la dernière définition officielle de l'OMS qui a été publiée en 2015. C'est le premier rapport que l'OMS consacre au vieillissement et à la santé, alors que le problème est quand même assez important. Et j'étais l'expert de ce rapport sur l'OMS. Ensuite, vivre en santé, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est possible de le faire? Et je vais vous donner quelques recettes et quelques exemples pour vous montrer que oui, c'est possible et que c'est possible à tous les âges de la vie. Et enfin, je vous laisserai avec quelques messages de conclusion. Est-ce que ça vous va, monsieur le professeur Batin? Parfait. Alors, je vais pouvoir continuer. Voilà. Alors, quand on parle de l'avancée en âge, et avant de parler de l'avancée en âge, je voudrais que vous regardiez cette map monde. Cette map monde date de 2015. Vous avez en rose pâle les pays qui ont moins de 10% de la population de moins de 60 ans. Et vous avez en rouge très foncé les pays qui ont plus de 30% de la population de plus de 60 ans. Vous avez bien regardé tout ça? Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de pays à plus de 30% de la population en rouge. Il y a simplement le Japon qui se caractérise, mais à part ça, pas autre chose. Actuellement, si on parle des personnes de plus de 65 ans, nous sommes, puisque je fais partie de ces plus de 65 ans, environ 900 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde. OK? Alors, je vais vous demander, non pas de penser à ozone, mais de fermer les yeux et puis d'imaginer le futur. C'est-à-dire, on va se projeter en 2050 et puis vous allez me dire, la personne qui aura trouvé la bonne solution lèvera le bras et aura certainement une bouteille d'ozone offerte par Monsieur Batin. Vous engagez beaucoup. Tout le monde va lever le bras. OK. Donc, vous êtes prêts pour changer de 35 ans en avance? En rouge foncé, c'est plus de 30% de la population de plus de 60 ans. Et en rose pâle, c'est moins de 10%. OK, on y va? On change? Voilà. Qui a trouvé la bonne solution? Eh bien, je suis très content parce que, Monsieur Batin, vous n'aurez pas de bouteille à offrir. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est bien? Et en plus, le problème, c'est qu'actuellement, à ce moment-là, les plus de 65 ans représenteront 2,1 milliards de la population.
mondiale. Donc quand on dit la gériatrie, c'est quelque chose qui a eu du mal à exploser et qui a toujours du mal à exploser, eh bien c'est une erreur absolument politique majeure parce que c'est quelque chose qui va devenir absolument fondamental. Ok, c'était mon introduction. Avant de commencer au processus de l'avancée en âge. Alors quand on parle de vieillissement, c'est généralement pas très agréable parce qu'on a, au fur et à mesure que l'on avance en âge, des dégradations progressives qui sont, disons, aléatoires, au hasard, qui montrent une dégradation progressive de l'ensemble des fonctions de l'organisme. Donc, ce n'est pas très amusant. Mais le problème, c'est que vous pouvez être vieux à l'âge de 10 ans si vous avez une maladie monogénétique, c'est-à-dire une maladie qui concerne un seul de vos gènes et qui, par exemple, s'appelle la progéria. Il n'y a pas beaucoup de progéria en Europe, mais au Japon, il y a plus de 3000 personnes qui souffrent de cette maladie, progéria, et qui ont, à l'âge de 10 ans, toute la symptomatologie et les signes cliniques de la maladie du vieillissement, enfin du vieillissement lui-même. Mais par contre, en France, nous avons eu la chance d'avoir Madame Calment, qui a vécu 122 ans, qui montre bien qu'en fait, le vieillissement en général n'est pas lié à la génétique, mais est lié à de nombreux gènes qui interagissent avec l'environnement, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, si on a la chance, on peut vivre extrêmement longtemps. Le record est toujours à battre. Quand on prend des animaux qui sont génétiquement absolument identiques, qui ont été élevés dans les mêmes conditions, eh bien, le problème, c'est que le taux de vieillissement, la rapidité de vieillissement ne va pas être la même chez tous les animaux. Alors, ça pose un problème quand même. Ils sont élevés, ils sont à la même souche, ils sont élevés dans les mêmes conditions, ils ne vieillissent pas au même rate, à la même vitesse. Et donc, le problème, c'est quand même de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire que, en plus du temps qui s'écoule, il y a certainement autre chose qui favorise ou défavorise le vieillissement. C'est ce que l'on appelle les déterminants de santé. Et là, ce qui est vraiment important, c'est de voir que le vieillissement en santé commence dès la conception. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La paternité comme la maternité est importante. On insistait beaucoup sur la grossesse elle-même. Maintenant, on insiste de plus en plus sur les hommes qui procréent, parce que la forme des hommes qui procréent diffère aussi et modifie ce qui va se passer ensuite. La grossesse elle-même, l'accouchement sont importants à considérer. Tout ça, ça participe à ce qui va se passer tout au long de la vie. Et puis, on oublie souvent quelque chose de très important, c'est qu'à l'âge adulte, eh bien, il y a plein de choses à faire. Alors, les femmes ont la chance d'être suivies par les gynécologues, elles ont la chance d'accoucher de temps en temps, ou souvent, ça dépend des fois, et elles sont quand même suivies, alors que les hommes sont complètement négligés sur le plan médical, ils oublient de se faire vacciner, ils oublient d'aller voir le médecin quand ils ont un problème, et c'est un gros problème, et ça devient une spécialité, la médecine de l'homme, parce que l'homme, il n'est pas courageux, il ne va pas voir le médecin. Et bien sûr, ce vieillissement, il dépend bien sûr des inégalités socio-économiques. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple en France, mais vous reprendre un exemple à Glasgow. Si vous vivez dans le centre de Glasgow, le centre-ville de Glasgow, vous allez vivre 17 ans de plus que si vous vivez dans les quartiers qui entourent Glasgow. Et à Washington, c'est exactement la même chose. Si vous vivez dans le centre de Washington, vous vivez 27 ans de plus que si vous êtes dans les quartiers du Maryland qui entourent Washington. Donc il y a des inégalités socio-économiques qui, incontestablement, jouent un rôle majeur dans la longévité. Ensuite, il y a l'environnement, et malheureusement, l'environnement, on en parle tout le temps, on n'en parle pas souvent avec le vieillissement, mais il est considérable. Et puis il y a la sécurité, et la sécurité extérieure est quelque chose de fondamental. Il faut avoir la chance de pouvoir vivre en toute sécurité. Donc, vieillir, eh bien, vieillir, c'est un processus dynamique, c'est un processus complexe, c'est un processus qui dépend bien sûr du temps, mais comme je l'ai annoncé, il dépend aussi de déterminants de santé. Et ces déterminants de santé, ils sont multiples. Et les premiers que j'ai déjà évoqués, c'est le problème génétique. Mais en fait, on a tous un passé ou une génétique propre que l'on tient de nos parents,
Mais il faut bien savoir que simplement 12 à 25% des gènes que nous avons acquis à la naissance ont une expression qui va être fixe tout au long de notre vie. Alors malheureusement, quand je vous ai parlé de progeria, c'est une délétion d'un gène qui est manquant et qui fait que les personnes vont avoir un vieillissement accéléré jusqu'à l'âge de 10 ans et vont faire la progeria. Mais en fait, vous pouvez aussi avoir ça pour certaines maladies. Mais en fait, il faut retenir que 75% de nos gènes sont modifiables et vont être changés d'expression au cours du vieillissement. Donc, j'ai parlé de génétique au début en vous montrant le gamin de 10 ans qui avait les signes d'un vieillard, la personne de 122 ans qui avait toute la symptomatologie, bien sûr, de cet âge. Et puis là, vous voyez que je vous dis qu'en fait, les gènes, ils interviennent, mais pas extrêmement. Ils interviennent surtout sur des maladies héréditaires et sur la longévité elle-même. Ce qui est important, c'est nous-mêmes, c'est chacun d'entre nous, et en fonction de certains déterminants qui sont notre environnement de vie, les caractéristiques du pays dans lequel on vit, notre culture, notre religion, le choix que la société fait pour nous et à laquelle nous contribuons, les choix auxquels nous contribuons. Et incontestablement, on est tous acteurs de notre propre vieillissement en fonction de notre éducation, en fonction de l'alimentation que nous avons quotidiennement, en fonction du fait que nous faisons ou ne faisons pas d'activité physique. Le style de vie intervient ainsi que les comportements de vie. Donc en fait, on a bien sûr une hérédité, on a bien sûr un environnement particulier, mais on voit très bien qu'il y a déjà une interaction entre l'individu et l'environnement lui-même. Donc si on prend l'Europe et qu'on regarde un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'en fait un homme peut, en Europe, dans l'Europe des 27, peut vivre environ une espérance de vie de 78 ans et une femme 83, 84 ans. Et puis ça c'est à la naissance, mais quand vous prenez à 65 ans, les personnes de 65 ans dans cette salle, les hommes peuvent espérer vivre en moyenne 18 ans et les femmes environ 22 ans. Donc il faut aussi occuper toutes ces années de vie et être actif pendant toutes ces années de vie. Alors, comme je vous l'ai dit, vieillir, et comme il a été dit au début, c'est en fait une trajectoire de vie qui commence à la conception, qui ne doit pas se terminer par cette chaise en fauteuil roulant, mais qui doit se terminer différemment. Et on parle beaucoup des vieux d'aujourd'hui qui ont été jeunes et qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient vieillir et qu'ils allaient devenir très vieux. Mais il faut penser aussi aux jeunes d'aujourd'hui qui, demain, seront très vieux. Et là encore, ces jeunes d'aujourd'hui, à mi-vie, j'entends ça à 45, 50 ans, ne pensent pas qu'ils vont vivre plus longtemps que leurs parents, beaucoup plus longtemps que leurs parents. Et là, le point, c'est que quand on regarde ce qui se passe, à la naissance, les hommes vont vivre en moyenne non seulement 78 ans, mais ils vont ajouter 8 ans de vie supplémentaires en 2070. Les femmes vont vivre 84 ans en moyenne, mais ils vont rajouter 6 années de plus. Donc la moyenne de vie des femmes qui seront en 2070, elles auront toutes en moyenne 90 ans. Et puis, si on prend à l'âge de 65 ans, les personnes de 65 ans dans la communauté européenne, eh bien, vivront pour les hommes environ 23, 24 ans, et pour les femmes environ 25, 26 ans. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il faut vraiment être acteur de son propre vieillissement, et en particulier, il faut que les jeunes d'aujourd'hui pensent à savoir comment ils vont vieillir plus tard, puisque au niveau de la mi-vie, tout se joue, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors, je vais passer maintenant sur quelques définitions du bien vieillir et du vieillir réussi ou du vieillissement réussi. Je préfère le terme vieillir au terme vieillissement, même si je contrarie un tout petit peu M. Batin. Vieillir, c'est actif. Et donc, il y a une historique qui a commencé surtout dans les années 60. Et dans les années 60, tout était pessimiste. Le vieillissement était considéré comme quelque chose de dégradant sur le plan physique, dégradant sur le plan mental, dégradant sur le plan cognitif. Et c'était la théorie du désengagement, c'était vraiment absolument la catastrophe de vieillir. Et je ne rappellerai pas certains termes utilisés par de grands personnages. Et puis en fait, immédiatement après cette année 1960,
il y a eu une révolution. Et en particulier, on a dit, c'est pas du tout comme ça le vieillissement. Le vieillissement, c'est autre chose. C'est un vieillissement réussi. Donc, une année après avoir dit, c'est la catastrophe, on dit, attention, non, non, c'est pas du tout la catastrophe. On est dans le vieillissement réussi. Et qu'est-ce que le vieillissement réussi? Il a été surtout défini par John Rowe et Bob Kane. Et le vieillissement réussi, il a 3 composantes. La première composante, c'est la santé, c'est-à-dire avoir des maladies, une maladie peu sévère, aucun impact sur la vie quotidienne. Ça, c'est très important et on verra pourquoi tout à l'heure. La deuxième composante, c'est la composante fonctionnelle, c'est d'avoir une haute capacité physique et cognitive tout au long de la vie. Et la troisième chose, c'est une composante sociale, vous demandant d'être engagé dans la vie et de participer à la vie sociétale. Alors, cette définition, elle est fabuleuse, mais les personnes ont trouvé qu'elle n'était pas suffisante. Donc, on a commencé à rajouter plein de choses. Il faut que vous soyez autosuffisant sur le plan financier, il faut que vous soyez productif, il faut que vous fassiez toutes vos activités de la vie quotidienne, il faut que vous ayez une haute spiritualité, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que c'est très exigeant de vieillir parce qu'on vous demande plein de choses. Et en fait, il y a une nouvelle théorie qui est apparue en 1990 que j'aime énormément, qui est une théorie basée sur l'expérience faite par M. Rubinstein, qui est en fait la théorie du SOC, qui a été décrite par les Baltes. Monsieur et Madame Baltes étaient des psychologues de Berlin, et ils ont pris comme exemple Rubinstein. Pourquoi Rubinstein? Parce que M. Rubinstein, qui a vécu 95 ans, arrivait à jouer encore en concert à l'âge de 88-89 ans sans aucun problème. Et comment faisait-il? En fait, il sélectionnait extrêmement bien les pièces qu'il devait jouer. Il les sélectionnait très, très bien. Ça, c'est le premier point S. Ensuite, il les répétait tant et plus, tant et plus, tant et plus, beaucoup plus que précédemment. Et enfin, il essayait de compenser sa moindre agilité en jouant plus lentement les morceaux lents et en jouant un peu plus vite, à son allure, les morceaux qui devaient être joués très vite, mais le contraste était saisissant et personne ne s'y retrouvait. Donc, SOC, c'est une bonne théorie que l'on doit tous appliquer et que j'applique tout le temps. On sélectionne, on optimise, on répète et on essaye ensuite de jouer le mieux possible avec sa tonalité. Ensuite est apparue la notion de vieillissement actif. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est l'OMS qui commençait à s'intéresser à ça avec Alex Karache. C'est santé, participation, sécurité. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est qu'à ce moment-là, on a parlé du droit des personnes âgées et on a parlé de l'augmentation des responsabilités de la personne âgée elle-même au sein de la communauté. On a dit, attention, les adultes âgés, ils doivent rester des ressources, des modèles pour leur famille, ils doivent participer à la vie économique de la communauté. Je trouve que ça, c'est des termes qui sont extrêmement importants, apportés par Alex Karache dans les années 2002. Alors, je passe très vite sur le vieillissement en santé, parce que je vais revenir dessus, ou vie indépendante, partie active de la vie de société, pour vous parler d'un thème nouveau qui a été donné par la communauté européenne en 2011, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce thème, c'est que vous devez avoir toutes les qualités du monde, et en particulier quand vous êtes vieux, vous devez avoir du travail bénévole, faites du travail bénévole, vous devez avoir du travail lucratif, vous devez vous engager dans la vie, vous devez avoir une participation sociale, vous devez avoir une vie physiquement active. Et les critères établis par la communauté européenne sont tels que personne ne les a suivis et que cette définition est pratiquement oubliée. C'est pour ça que l'OMS est intervenue et a dit, voilà, maintenant, il faut qu'on trouve une nouvelle définition qui soit une définition correcte et qui soit une définition applicable. Et c'est là que, en 2015, Madame Margaret Chan, directrice de l'OMS, a dit « Le vieillissement en santé, ou vieillir en santé, est bien plus que l'absence de maladie. » Vous vous rendez compte quelle révolution ça représente? On ne lie plus la maladie à la santé. On lie, en fait, tout à fait autre chose. On lie les capacités fonctionnelles de chacun d'entre nous au cours de notre vieillissement. Ce sont les capacités fonctionnelles qui déterminent notre bon vieillir, notre bien vieillir. Et incontestablement, c'est très très nouveau. Et ça montre
que le vieillissement, ce n'est pas quelque chose qui se déroule à partir d'un certain âge, mais c'est un vieillissement du processus de vie. Et en fait, vous devez aider vos enfants, vos petits-enfants à maximaliser leur potentiel physiologique, leur capacité qu'on dit intrinsèque, pour arriver ensuite à les maintenir le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que la deuxième partie, eh bien, c'est quand les capacités physiologiques diminuent, à ce moment-là, vous êtes obligé de uniquement faire les choses qui sont importantes pour vous, et ça montre l'interaction, encore une fois, entre l'individu et son environnement de vie. Et là-dedans, ça, c'est vraiment important de voir que chacun d'entre nous, on est soi-même, mais on a aussi un environnement de vie qui détermine notre progression et notre vieillissement lui-même. Donc, est-ce que c'est possible de vieillir en bonne santé avec la définition de l'OMS d'aujourd'hui? Alors oui, certainement, parce qu'on sait maintenant que beaucoup de choses se passent à mi-vie. Et ces incapacités liées à l'âge, ces incapacités qui nous emmènent dans les fauteuils roulants, elles peuvent être corrigées à mi-vie parce qu'on connaît de mieux en mieux les facteurs de risque à mi-vie, parce qu'on sait qu'il y a deux choses déterminantes. D'une part, le fait qu'on devient fragile, ou d'autre part, malheureusement, qu'on a des maladies, et souvent, fragilité et maladie sont combinées. Et l'important, c'est de prévenir ces incapacités liées à l'âge, à mi-vie, par une promotion de santé et ou par des interventions ciblées. D'accord? Donc, si on va sur la fragilité, je vais vous montrer ce que c'est que la fragilité. La fragilité, ça ressemble un peu au vieillissement lui-même. C'est-à-dire que vous avez une étape, c'est un état transitionnel, entre le fait d'être robuste, en bonne santé, ou le fait d'avoir des incapacités dans la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes en bonne santé, ça dépend bien sûr de votre âge, de votre sexe, de votre style de vie, de votre nutrition, de vos activités physiques, de votre statut socio-économique. Ça, j'ai dit tout ça au début. Mais ça dépend surtout du fait que quand vous avez une maladie, votre maladie guérit immédiatement et après votre maladie, vous êtes exactement dans le même état qu'avant la maladie. Vous pouvez avoir une autre maladie, vous pouvez avoir un autre traumatisme. C'est la même chose. Vous récupérez totalement et complètement rapidement. C'est la définition de l'OMS de la bonne santé. Mais pendant cette période de vieillissement, eh bien, vous avez une diminution de vos réserves, vous avez moins de capacités, et en particulier, elle se manifeste par la sarcopénie. Et vous voyez qu'avec l'avance en âge, si vous prenez le mollet de chacun d'entre nous, notre masse musculaire, elle devient de plus en plus petite. Il y a une diminution de la masse, il y a une diminution de la force musculaire, et il y a une diminution de la fonctionnalité de nos muscles. Et puis, à un certain moment, arrive un petit problème, une grippe ou quelque chose de tout à fait simple, le décès d'une parente ou d'un parent, le décès du chat ou du chien. Et là, cet événement, ce stress, va vous entraîner dans ce qu'on appelle la fragilité. Qu'est-ce que la fragilité? C'est simplement que vous n'avez pas assez de capacité pour répondre au stress que vous venez de vivre à l'instant. Donc, vous êtes fragile. Et quand vous êtes fragile, il y a une définition qui est basée sur les critères de Fried. En particulier, vous avez été certainement mal nourri. Vous avez eu une sarcopénie, comme je vous l'ai montré, avec ce muscle qui fond, et en force et en puissance. Vous avez une ostéopénie ou une ostéoporose. Vous avez une diminution de vitesse de marche et vous avez une perte d'équilibre. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état de fragilité, eh bien, si vous êtes malade, votre récupération est toujours lente et elle n'est jamais complète. Jamais complète. Et c'est un immense problème parce que les conséquences de cet état, c'est tous les syndromes gériatriques, c'est les chutes, les fractures, les coûts de santé, les hospitalisations, etc., etc. Et puis malheureusement, avant la mort. Donc si je schématise tout ce que je viens de vous dire, on a 3 périodes de vie. Une période qui est totalement silencieuse, chacun d'entre nous l'a connue ou la connaît encore. Une période où il y a une fragilité clinique qui commence à se manifester à l'occasion d'un tout petit stress quelconque.
Et puis ensuite, vous avez toutes les conséquences qui représentent la pathologie, la médecine gériatrique, comme vous avez parlé, monsieur le professeur Hervé, au tout début. Et en fait, les conséquences, elles sont importantes. C'est des chutes, c'est un déclin fonctionnel, c'est des fractures, c'est des hospitalisations, c'est l'entrée en maison de retraite, etc., etc., et bien sûr la mort. Et il faut bien penser qu'il y a aussi la souffrance individuelle, il y a la charge en soins que représentent les personnes qui sont fragiles. Et il faut savoir que si vous avez un compagnon dément et que vous êtes l'aidant de ce compagnon dément, eh ben, il y a plus de femmes que d'hommes, malheureusement, mais le fait, c'est qu'il y a une souffrance psychologique importante, et cette personne qui aide, elle va avoir une survie qui va être moins grande que la population générale, parce qu'elle va être tout à fait stressée et fatiguée par aider toute la journée ces personnes souffrantes. Et incontestablement, ça va augmenter les coûts de santé. Donc, c'est un problème majeur, mais un problème qui peut être résolu. Vous voyez que sur le côté de gauche, vous avez une résonance magnétique d'un mollet d'une personne de 92 ans. Et cette personne de 92 ans a eu la force de faire 1 heure d'exercice de résistance par jour pendant 3 mois. Et en 3 mois, il a gagné 44% de sa masse musculaire, uniquement par des exercices physiques de résistance. Ça veut dire que la sarcopénie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est réversible. Et en fait, vous avez, ce monsieur n'a jamais pris de vitamine D qui aurait été très utile. Il n'a pas changé d'alimentation en prenant plus d'alimentation protéinée et il n'a pas eu de supplément nutritionnel. Donc ça veut dire que rien que les exercices physiques peuvent vous complètement vous rebooster et vous remettre dans la bonne voie. Autre chose, c'est l'étude Sher. Cette étude Sher est une étude européenne fantastique. Vous voyez qu'elle comporte là, entre 2006 et 2011, ils ont suivi 15 000 Européens et ils ont suivi ces 15 000 Européens sans aucune intervention possible. Et quand on regarde les fragiles, qui étaient aux alentours de 1000, il y en a qui sont restés complètement dans le même état, il y en a qui sont morts, mais il y en a plus d'un tiers qui sont redevenus à l'état initial de pré-frêles, voire de robustes. Donc ça veut dire une nouvelle fois que rien n'est joué d'avance et que si on s'y met, on peut changer complètement l'évolution du processus. Vous n'avez pas l'air de me croire, mais c'est vrai. Il n'y avait pas d'intervention. Alors comment est-ce que ça se passe? Là, c'est sans intervention. Mais vous pouvez penser que si vous faites des interventions, et si vous avez des interventions, des protéines supplémentaires, des acides aminés, plus d'activité physique et de nouveaux médicaments qui vont arriver mais qui sont toujours en test, eh bien, on va pouvoir réverser ce processus. Deuxième point, et dernier point avant ma conclusion, c'est les maladies chroniques. Alors, on va bien sûr parler de démence. On connaît extrêmement bien, à mi-vie, quels sont les facteurs de risque de démence. On les connaît tout à fait bien. J'en ai sélectionné 7. Il y en a 10 qui sont connus, mais vous les avez ici. Le bas niveau éducatif augmente le risque d'avoir une démence de 60%. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion. Si vous êtes fragile, si vous êtes sédentaire, excusez-moi, si vous n'avez aucune activité physique, votre risque de faire une démence 20 ans plus tard, sédentaire à mi-vie, 20 ans plus tard, vous avez 80% de chances de plus de faire une démence. Si vous avez une obésité à mi-vie, 60% de chances de faire une démence. Et puis, on peut les rajouter. Vous voyez, ces facteurs, ils sont là. Si vous fumez, 60% de chances de faire 20 ans plus tard un état démentiel. Donc, tous ces facteurs, et auxquels je pourrais en rajouter 3 autres, la fibrillation auriculaire, au long cours chez les personnes âgées, les insuffisances rénales, l'hypercholestérolémie, augmentent. Tous ces facteurs font que vous avez encore plus de chances de faire une démence. Et si à mi-vie, vous êtes à la fois obèse, vous avez une hypercholestérolémie et vous fumez, votre chance de développer une démence 20 ans plus tard, c'est multiplié par 6. OK? Ça vaut quand même le coup d'agir à mi-vie pour éviter cette catastrophe de démence plus tard. Et en plus, vous avez la notion de réserve cérébrale. Plus vous faites travailler votre cerveau, plus votre cerveau constitue des réseaux de neurones et de travail, la complexité, même si vous avez un patron qui vous embête beaucoup,
dites-lui merci parce que ça veut dire qu'il augmente votre habileté cognitive et qu'il vous protège contre la démence. Vous y croyez pas, monsieur Dr Roch, mais que vous ayez un travail complexe, que vous ayez un patron difficile, exigeant, à ce moment-là, vous développez de nouveaux réseaux neuronaux pour arriver à résister. Et donc, vos troubles, ils vont réapparaître. Et c'est pas parce que vous avez le prix Nobel que vous ne faites pas de démence. La démence du prix Nobel, elle vient plus tard, parce que pendant un certain temps, il va pouvoir vous cacher qu'il a des troubles. Et quand les troubles vont apparaître, ça va être la catastrophe, parce qu'il ne pourra plus faire autre chose que de décliner. Alors, comment ne pas décliner? Manger du poisson. Premières études ont montré que plus vous mangez du poisson, mieux c'est. Et puis près du bassin du bassin d'Arcachon, c'est fantastique, vous avez le poisson. Plus vous faites de la gymnastique et que vous faites des exercices physiques, faire des exercices physiques modérés diminue de 40% la probabilité de démence. Donc c'est fabuleux. Bonne alimentation méditerranéenne, du poisson, des exercices physiques. Et puis tout ça, ça vous donne au moins, ça vous protège mieux que toute autre chose par rapport aux démons. Alors, à la démence. Alors, qu'est-ce que je dois conclure, puisque j'ai parlé déjà beaucoup? Il faut bien savoir que vieillir aujourd'hui, c'est d'abord passer ce trajectoire de vie de la naissance jusqu'à devenir très grand vieux, ce que nous sommes tous en train de faire. Et puis, il faut dire qu'on a eu beaucoup de chance, parce que la médecine a fait énormément de progrès, on s'est beaucoup mieux éduqué, la biologie a fait énormément de progrès, la santé publique a fait beaucoup de progrès, et incontestablement, on a bénéficié d'une fantastique innovation dans tous les domaines de cette médecine et de contrôle de notre état. Par contre, les maladies transmissibles ont aussi été contrôlées. Et tout le monde critique les vaccins, mais sans les vaccins ont quand même été l'outil de santé publique le plus utile. Et sans les vaccins, eh bien, on aurait des catastrophes encore. Et quand il y a une maladie nouvelle qui apparaît, on dit « Mais pourquoi il n'y a pas de vaccin ?» alors que tout le monde critique les effets secondaires des vaccins déjà existants. Alors, je sais que ça va entraîner des critiques, mais ça n'a pas d'importance, il faut ouvrir le débat. Et puis, il y a le débat des maladies chroniques, et en particulier de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'il faut, c'est penser aux jeunes de demain, parce que les jeunes de demain, ils vont avoir un tout autre environnement. Ces jeunes de demain qui sont là aujourd'hui, déjà, puisqu'on vous a cité tout à l'heure, eh bien, vous avez quand même vécu vous allez vivre dans une autre période. Il y a la haute technologie, il y a l'intelligence artificielle, il y a ce que l'on appelle la médecine de précision qui apparaît de plus en plus. Et puis, il y a malheureusement, malgré tout cela, de nouvelles pandémies qui apparaissent, qu'on arrive mal à contrôler, qui sont comme l'Ebola ou le Zika et autres. Et puis, ces maladies chroniques qui sont là et qui resteront là des années et des années. Donc, en fait, quand on regarde ça, on peut penser qu'intervenir à mi-vie, c'est quelque chose de vraiment fondamental, qu'il faut, et même après la mi-vie, parce que cet autocontrôle de notre santé, les interventions ciblées que l'on peut faire, elles peuvent complètement changer le vieillissement. Et effectivement, eh bien, c'est bien. Mais si vous avez la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants, et de les aider à comprendre les enjeux de demain, eh bien, à ce moment-là, vous aurez un vieillissement absolument fabuleux, et ils seront comme ça à l'âge de 120 ans. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que l'on peut dire merci en effet, parce que la clarté est évidente et je conseille fortement, puisque c'est enregistré, que ça va être sur le site de LEH, que vous y retourniez, que vous n'oubliez pas les quelques facteurs qui peuvent vous sauver ou vous faire récupérer un certain nombre de vies en bonne santé. Monsieur Batin, le moment est arrivé. Je suis persuadé que vous avez quelques questions, on pourrait dire éventuellement 5, pas trop longues, qui permettraient des réponses courtes et de manière à ce qu'ensuite on puisse poser des questions au niveau de la salle. Mais je suis persuadé qu'elles vont être d'une pertinence. Jusqu'à quelle heure? 10h30. Je pense que jusqu'à minuit, on devrait être pas mal avec vous. Non, faites attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était excellent, cette vision positive, optimiste du vieillir ou du vieillissement, peu importe si c'est le verbe ou le substantif.
cette vision du passage. Montaigne dit « Je ne peins pas la vie, je peins des passages ». Ben, c'est un passage important, et la vie n'est faite que de passages. Il y en a de difficiles, l'adolescence, la maturescence. Et là, il y a ce vieillir qui est peut-être le plus difficile, parce qu'évidemment, ça se termine, on le sait. La chute définitive. Mais vous avez donné cette vision de tous ces facteurs qui interviennent. Et finalement, le mot qu'on pourrait dire, et c'est valable tout le long de la vie, à partir du moment où on est conscient, responsable, c'est qu'il faut être médecin de soi-même, se prendre en charge soi-même. D'autant plus qu'on nous annonce qu'il y aura de moins en moins de médecins, ou que la médecine va être connectée, etc., que le dialogue singulier va être singulièrement fragilisé. Donc, il faut que nos compatriotes, les concitoyens, apprennent à faire ce qui est bon pour eux et éviter ce qui est mauvais. Ça paraît vraiment de la palissade, hein, mais c'est ça, c'est la leçon. C'est la leçon élémentaire. Et qui est très bonne synthèse, merci. Alors, s'il pouvait y avoir des questions. Oui, elles vont venir. Mais je vous avais dit que on est ici chez Ozone, à la librairie Mola. C'est un lieu de littérature. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire ce qu'avait dit François Mauriac à son frère, Pierre, le doyen de médecine, lors de son 80e anniversaire. Et là, il avait parlé de lui. Donc, j'extrais ce passage. Vieillir est difficile. La vieillesse ne s'improvise pas. Elle est le total d'une vie. Vous voyez, le total d'une vie. Il ne nous appartient pas d'en changer les données, ni de retoucher les livres. Pas un de nos actes, pas une de nos pensées depuis l'enfance qui n'entre dans la composition du vieil homme que nous sommes devenus. Toutes nos victoires, toutes nos défaites, ce qui a paru aux yeux des hommes et ce qui n'a été connu de nous-mêmes et que de Dieu, c'est de cela que le vieillard est fait, et c'est ce qui rend si émouvante aujourd'hui cette réunion des témoins de ta vie, cher Pierre, ces fils de ton esprit et tes enfants. Selon la chair, ces élèves d'autrefois sont devenus des maîtres, ces enfants qui sont devenus des pères et des grands-pères, il n'en est aucun qui n'ait vu tisser le fil, ta vie fil à fil. C'est, je trouve, un très beau morceau de littérature, en attendant pas moins de lui. Et ce morceau de Benoît de Groult. On ne vieillit pas tous les jours un peu, mais par à-coups. Il arrive qu'on stationne longuement sur le même palier, on se croit oublié, et puis d'un seul coup, on prend 10 ans. C'est vraiment un propos féminin, ça. Mais la vieillesse comporte, elle aussi, une sorte de jeunesse. Elle prend son temps pour s'installer. Elle vous quitte et vous reprend avec une désinvolture odieuse. Il arrive qu'on se retrouve dans la même journée encore très bien et déjà très mal. Comme dans la jeunesse, des choses se mettent à vous arriver pour la première fois. La première douleur dans le genou, un jour en montant un escalier. Le premier recul de la gencive sur cette canine jusqu'ici impeccable. On ne saurait préciser quel jour cela s'est produit. Et soudain, c'est là, ce collet jaunâtre en haut de votre dent, ces crampes dans une articulation, un matin, en vous levant. J'ai dû en faire trop hier en rangeant le grenier, songez-vous. Mais non, vous n'avez fait que plus que d'habitude. Simplement, vous n'êtes pas comme d'habitude. Le territoire de la fatigue s'est élargi et s'élargira chaque jour. Vous commencez votre vieillesse. Alors au début, on fait face. On gagne quelques batailles, on parvient à retarder l'invasion au moyen de manœuvres de plus en plus complexes et coûteuses. Il n'est pas encore venu le temps où l'on passera autant d'heures à colmater les brèches qu'à vivre, etc., etc. Voilà. Donc, les écrivains, évidemment, se sont penchés sur la vie, tout au moins ceux qui sont arrivés à un âge avancé. Alors, le moment des questions. Le moment des questions, vous avez défini... Attendez. Parce que ce dernier texte, je ne sais pas s'il est tout à fait en accord avec ce qu'on vient de voir. Oui, il est plus pessimiste que Mauriac. Il est plus pessimiste que notre ami Michel. Oui. Car notre ami Michel nous a dit que 30% des personnes arrivant à la fragilité pouvaient avoir, si jamais elles se responsabilisaient, pour reprendre l'histoire, pourraient. Et parce qu'il n'y a eu, au niveau épidémiologique, que 30% qui l'ont fait. Mais si les autres le faisaient, peut-être qu'on augmenterait peut-être ce taux. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est
absolument vrai, mais je crois que ça rejoint vos propos du début. C'est-à-dire que vous devez être le médecin de vous-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être responsable de son vieillissement. On est acteur de son propre vieillissement. Donc, nous sommes plus optimistes que ce dernier. Ah oui. Bah, c'est une femme, alors elle a une crampe, elle a des choses, etc. Donc, oui. Alors- mais quand même, mesdames, vous vivez le plus longtemps que nous. Il y a plus de veuves que de veuves. Pour aller dans votre sens, Simone de Beauvoir, qui était la première des féministes en France quand même, à s'exprimer comme cela, a fait un traité sur la vieillesse qui était des années 60 et qui était catastrophique. Il faut vraiment se le dire. Et donc, on est dans une autre période du féminisme. Vous devez vous en rendre compte en ce moment avec MeToo et tout cela. Mais il n'empêche que là, maintenant, on va passer à vos questions. Oui. Alors, moi, je vais interroger Jean-Pierre Michel sur la différence entre les sexes. Parce que nous avons, on sait qu'il y a plus de veuves que de veufs, etc. Bien, malgré les progrès de la médecine, la longévité, etc. Mais c'est, je pense, parce que nos cellules sont sexuées. Toutes les cellules sont sexuées. Hein, elles sont toutes ou XY ou XX. Hein, et ça, on l'oublie trop. Il y a des maladies particulières aux femmes, aux hommes. Bien, les maladies thyroïdiennes chez la femme, l'agressivité, la démence chez l'homme, etc. Bien, Il est sexiste, hein, vraiment. Non, c'est pas tous. Bien. Non, mais il y a des différences. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre avant que vous continuiez, parce que... Alors, la première chose qu'il faut dire à un pédiatre, c'est qu'en fait, il y a plus de garçons qui naissent que de filles. oui. Bien, Voilà, ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, 110%. voilà. Ensuite, il y a effectivement une différence entre XX et XY. Et effectivement, on a bien démontré, en particulier chez les Amish, qui ont un Y avec un bras court, qu'ils vivent beaucoup moins longtemps que les XY qui ont un bras long. Donc, incontestablement, notre XY avec un bras court ou un bras long détermine un petit peu notre longévité. La deuxième chose, vous avez parlé des femmes XX. Et alors, en fait, les femmes XX, elles vivent plus longtemps que nous. Mais le problème, c'est qu'elles vivent dans de moins bonnes conditions. Et elles ont beaucoup plus d'incapacités liées à l'âge que les hommes. Au niveau social, alors? Non, au niveau biologique et au niveau médical. Parce que, en fait, comme nous avons un X et un Y, on n'arrive pas à se tromper. Il y a un X et un Y. Elles, les femmes, elles ont deux X. Elles se trompent de temps en temps, ce qui explique qu'il y a beaucoup plus de maladies auto-immunes chez les femmes que chez les hommes. Et qu'elles ont beaucoup plus d'incapacités fonctionnelles que chez les hommes. Et si, je n'ai pas parlé aujourd'hui d'espérance de vie sans incapacité fonctionnelle, les femmes vivent plus longtemps, mais plus longtemps avec des incapacités fonctionnelles à cause de leur double X. Voilà. J'ai répondu ? Oui, très bien. Alors, est-ce qu'on peut rester avec les chromosomes? Parce Peut-être pas trop longtemps. Il y a une question qui se pose, qui est quand même de l'avenir, le futur du vieillissement. C'est qu'on sait maintenant que les télomères, c'est-à-dire ce qui est à l'extrémité des bras courts des chromosomes, interviennent pour la régulation chromosomique, qui ne se mélange pas entre eux, etc. Ben oui, sinon ce serait la catastrophe. Donc l'individualité pour la réplication, etc. Donc le maintien de ces chromosomes et la division cellulaire. Et on sait que le vieillissement est directement lié à la diminution de la prolifération cellulaire. Il ne faut pas qu'évidemment ça prolifère trop, sinon c'est les tumeurs. Donc, il y a une régulation extrêmement subtile, là. Et il y a eu un prix Nobel aux États-Unis pour la femme qui a trouvé l'action de ces télomères, la télomérase qui intervient. Donc, il y en a qui fantasment, si on vous injecte la télomérase, vous allez devenir centenaire à tous les coups. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, là, sur télomère et télomérase? Alors, je vais vous dire, moi, comment je définis la télomère. On est tous des anciens, beaucoup, je m'excuse pour les plus jeunes, mais on avait des films avec des bandes amorces. Et pour ces bandes amorces, il y a des bandes amorces plus ou moins longues, et c'est ça les télomères. Donc, les télomères servent pour la duplication du DNA, et donc cette bande amorce, elle sert pour la duplication du DNA. On ne sait pas exactement comment ces télomères réagissent avec l'âge. S'ils diminuent trop, à ce moment-là, vous avez un vieillissement accéléré. Et parmi les choses qui font diminuer de façon essentielle la longueur des télomères, c'est le tabagisme. Quand vous prenez une collection tabagique, vous avez une groupe de tabagiques, ils ont des télomères beaucoup plus courts
que les non-tabagiques. Par contre, si ces télomères augmentent en taille, vous allez faire un cancer. Donc il faut exactement une balance entre les deux, et ce n'est pas très facile. Alors le problème, et ça a été discuté la semaine dernière à l'Académie de médecine, c'est est-ce que les cancers sont déterminés génétiquement ou pas? Est-ce qu'il faut se faire une détermination génétique à mi-vie de savoir si on va avoir ou pas un cancer? Et ça, c'est un problème éthique absolument majeur qui ne sert pas à grand-chose. Et pour le cancer du sein, si vous faites une détermination, par exemple, d'un gène BARC1, eh bien, ça ne va pas changer du tout votre pronostic. Rien du tout va être changé. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et par rapport aux études sur les télomères et la longueur des télomères et en fonction du vieillissement, il y a tellement d'interactions de facteurs que pour l'instant, il n'y a rien de déterminé par rapport à la longueur du télomère et la longueur de la survie. Donc c'est un domaine de recherche. C'est encore un domaine qui piétine depuis 10 ans ou 15 ans. Vous avez cité évidemment Jeanne Calment, qui avait donc... Qui fumait beaucoup. Qui fumait beaucoup. Oh là, c'est pas un exemple à donner. Le contre-exemple. Et le contre-exemple, oui. Et qui avait, je crois, eu 3 ou 4 notaires qui l'avaient pris en viager. Ouais, ils n'ont pas été inspirés. Combien il y en avait? 5? 3 notaires. 3 notaires, Ouais. bien. Oui. Ils sont morts avant elle. Alors, si on lit la Genèse, Moïse et son frère Aaron sont morts à 120 ans. Dixit la Genèse. Alors, 120, Jeanne Calment, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'idéal de la longévité serait de mourir à 120 ans? Alors, le problème est majeur, là, actuellement, parce que, en fait, ces histoires de 120 ans, c'est quelque chose qui court depuis la Genèse. Voilà. Mais en fait, la seule personne qui a dépassé 120 ans, pour l'instant, c'est Jeanne Calment. Donc, on dit la longévité, c'est 120 ans. Le problème majeur d'aujourd'hui, c'est qu'il y a en Californie des tas de biologistes qui vous disent qu'on va pouvoir vivre 1000 ans. Et quand ils font une conférence, et si je peux vous donner le nom de cette personne, vous n'aurez pas 135 personnes dans la salle, mais vous aurez 1000 personnes, ou 2000 personnes, ou 3000 personnes, parce que tout le monde pense que c'est bien d'aller jusqu'à des grands âges. Or, en fait, plus on vieillit, plus il y a quelque chose qui apparaît, c'est la solitude. Et c'est-à-dire que vous êtes le seul de votre génération à survivre, et c'est une catastrophe à vivre. Donc, on peut espérer vivre très longtemps en bonne santé, etc., mais vivre tout seul, isolé, sans pouvoir échanger d'idées avec quoi que ce soit de votre même génération, c'est une authentique catastrophe. Alors, vous me rappelez en disant ça une parole du professeur Robert Debré qui m'avait dit, en me raccompagnant sur le seuil de son immeuble rue de l'Université, vous savez, mon cher, le plus terrible en vieillissant, il est mort à 96 ans, le plus terrible, c'est de perdre des proches, des amis, des membres de la famille. C'est terrible. Et je dois dire que je commence à éprouver ça. Hein? C'est vraiment très, très, très redoutable. Voilà, c'est pas le privilège de l'âge, c'est l'inverse. Oui. Une autre question, par exemple? Alors, une question, oui. Tout le monde a remarqué qu'au même âge d'état civil, il y a des différences considérables. Ça n'attend pas d'ailleurs le vieillir. Hein. Il y a des vieux très jeunes et des vieux qui sont vraiment jeunes dans leur tête, qui n'ont pas d'état civil. Alors, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à chercher des tests biologiques qui donneraient le véritable état de l'organisme pour savoir ce que l'on vaut véritablement sur le plan intellectuel, physique, etc., etc. Parce qu'il y a une inégalité extraordinaire. On l'a à la naissance, mais je dois dire qu'à la fin de la vie, l'inégalité est encore... Mais là, les facteurs de vie, l'environnement a été primordial. Hein. C'est pas comme la... Bien que ça intervienne aussi à la naissance. Hein. David Barker, je le cite au passage, de Southampton, a été le premier épidémiologiste à montrer que les maladies coronariennes étaient déterminées in utero. Hein, et que le syndrome X était déterminé in utero dans les retards de croissance intra-utérin. Hein, donc, ça commence très tôt. Hein. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire vécue. Nous avons accueilli à Genève, pendant 6 mois, un professeur d'épidémiologie psychiatrique qui faisait des études sur la démence. Et c'était il y a à peu près 15 ans, un peu plus peut-être, 15-20 ans. Et ce professeur avait décidé de compléter ses études épidémiologiques en ajoutant un biomarqueur génétique, l'ApoE4, qui est en fait un déterminant de la maladie d'Alzheimer.
Donc, si vous êtes ApoE2, vous avez peu de chances de faire une maladie d'Alzheimer. Si vous êtes ApoE4, vous avez une énorme chance de faire une maladie d'Alzheimer. Alors, il a fait ce test pour lui. Il était ApoE2 et il était hyper content. Je ne vais pas avoir de maladie d'Alzheimer. Donc, il a dit à sa femme, est-ce que tu veux avoir le test? Et elle a fait le test. Elle était ApoE4, homozygote, dépression, problème majeur de couple, divorce, etc., etc. Donc, les biomarqueurs biologiques, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on les utilise. Donc, ce qu'il faut, c'est aller dans la définition de l'OMS et dire attention, ce qui est très important, c'est le problème fonctionnel. Comment est-ce que je vis dans la vie de tous les jours et voir comment je peux avoir des évaluations fonctionnelles régulières pour voir si je peux ou pas corriger ces anomalies, comme je vous l'ai montré et comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut, c'est tout à l'heure ou demain matin, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous mettre devant votre salle de bain, votre lavabo, et essayer de vous tenir comme ça, et puis de vous tenir sur un pied, puis de rester le plus longtemps possible sur un pied. Et puis, vous allez faire avec l'autre pied, et puis vous tenir le plus longtemps possible. Et vous allez voir que vous n'allez pas être terrible. Donc, vous allez recommencer tous les jours. Et puis, vous allez pouvoir rester 60 secondes, 120 secondes. Et à ce moment-là, ça, c'est important. Et vous allez faire des progrès. Et c'est la même chose pour se lever d'une chaise sans s'appuyer sur les accoudoirs. C'est la même chose pour les tests cognitifs, avoir un peu plus de mémoire, de stimulation. Et c'est cet aspect fonctionnel qui va être important pour vous, beaucoup plus que les biomarqueurs qui vont vous entraîner dans des conflits éthiques absolument majeurs. Tout à fait, oui, on est tout à fait contre ces dépistages, la carte génétique, non pas de maladie génique, monogénique, mais la cartographie qui vous dirait que vous faites un diabète, une hypertension, un AVC, etc. Ça empoisonne les gens, c'est épouvantable, ça ne rime à rien. Quand il n'y a pas une sanction thérapeutique, ça n'a aucun intérêt, sinon empoisonner ce qui nous reste à vivre. Donc, les généticiens sont tout à fait, comme vous, tout à fait hostiles à ça. Alors, j'aimerais compléter quelque chose que j'ai appris la semaine dernière, puisque j'étais là la semaine dernière. Je parlais devant la Fédération des académies européennes de médecine, et dans cette médecine de précision actuellement, en Estonie, qui est un tout petit pays, vous avez un dépistage, un génome complet qui est fait pour tous les habitants d'Estonie. Ils ont mis 4 milliards de dollars et ils font le génome systématique pour toutes les personnes qui habitent l'Estonie. Et qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est arriver à dépister qui va survivre, qui va faire un cancer, qui va faire une démence. Et ça a commencé en l'an 2002. Donc, ils ont un recul de pratiquement 16 ans avec cette approche génétique complète pour toute la population. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais tous les autres pays ne peuvent pas faire ça parce que la population est trop nombreuse. Oui, non, mais c'est tout à fait critiquable. Par contre, en Israël, là, c'est tout à fait légitime. Parce qu'avec la population askénaze et la population séfarade, il y a un nombre tel de maladies monogéniques qu'il est tout à fait licite de faire le dépistage systématique dans toute la population, ce qui est fait. Et ça, oui, c'est pas critiquable. Quand on a fait une thèse il y a à peu près 10 ans avec justement un religieux qui en même temps s'occupait de cela, parce que ce sont les religieux qui s'occupent bien souvent, c'est l'Institut Poua en particulier, et donc, le patron a fait une thèse de science. Et donc, ça avait étonné beaucoup de personnes que l'on puisse faire, avant la naissance, le profil génétique. Parce que, en effet, auparavant, les familles demandent de manière à savoir si la rencontre d'un homme et d'une femme est compatible. Et c'est loin d'être... comment dire, peu important, parce que la maladie est dramatique. Donc mais c'est un problème social. Et je reviendrai par rapport à ce que vous avez dit. Autant le professeur Batin, on voit que c'est un scientifique et qui, à l'Académie de médecine, est au fait, en définitive, des recherches actuellement. Mais vous insistez énormément sur la santé publique. Ça, c'est important à dire. Et il y a en particulier des sociologues qui ont travaillé aussi sur l'allongement de la vie, en particulier Anne-Marie Guillemard, dans mon laboratoire accessoirement, et qui ont bien montré en définitive que par rapport à tout ce que vous nous avez dit là, l'activité de la personne va complètement changer. C'est-à-dire que
la personne âgée, l'âge ne va plus en fait être un critère. Ce qui est important, ce sont des périodes dans lesquelles vous êtes amené à voir en fonction de vos possibilités et en fonction de votre entourage, très important. Et notre société va être obligée d'évoluer énormément dans une vision beaucoup plus proche des autres à partir de ces âges-là. Il y a une espèce de nécessité à partir du moment où les personnes travaillent, ce qui va complètement changer le travail. Actuellement, celui qui s'occupe des retraites, n'est-ce pas, a énormément pris en compte ces éléments-là, qui sont des éléments épidémiologiques, sociologiques, qui viennent, en plus de ces éléments médicaux et de santé publique, maintenant, donner un certain espoir, une certaine espérance, mais de manière à ce que les personnes soient les moins déficientes, bien que continuant à vivre beaucoup plus longtemps, en particulier, comme vous disiez, en particulier les femmes. Et là, il y a tout un travail qui va être important à faire au niveau des prises en charge, des accompagnements. Vous avez sûrement des choses à dire là-dessus. Non, simplement, moi je crois que vous avez tout à fait raison. On va passer de l'âge chronologique à l'âge biologique et puis à l'âge fonctionnel. Donc moi je suis dans l'âge fonctionnel. Donc c'est pour moi le plus important. Ensuite, quand vous dites je suis santé publique, oui, mais j'ai parlé beaucoup d'économie, j'ai quand même parlé beaucoup d'aspects sociaux. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup parlé de l'environnement. Parce que si vous ne parlez pas de l'environnement, non seulement écologique, mais aussi, parce que je ne suis pas écologiste, mais de l'environnement de vie de tous les jours, c'est absolument fondamental. Et il est sûr que les aidants actuellement ont un rôle majeur. Et quand on est au niveau de la Commission européenne, comme je le suis actuellement, investi dans un rapport, on vous dit au niveau de la Commission européenne comment est-ce qu'on peut investir davantage les familles pour que les familles fassent plus de travail, ce qui est en fait du bénéfice pour la communauté. Mais ce bénéfice pour la communauté est quelque part bon, mais à ce moment-là, on a un problème entre le réseau que j'appelle informel de soins, qui est le réseau des non-professionnels de santé, qui représente la famille, les amis, et le réseau des professionnels de santé. Et là, il y a de temps en temps des conflits parce que le réseau des professionnels de santé ne fait pas ce que veulent les aidants familiaux. Et donc, il y a des tensions majeures et sociologiques importantes. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le futur, et ça sera un enjeu majeur pour demain. Je vous propose qu'on passe à la salle. Oui, j'avais quelque chose. Attendez, vous l'avez fait partir, là, passagèrement. C'est la dernière. Est-ce qu'elle va revenir? Oui, alors, ça y est, ça me revient. Alors, vous avez parlé, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, de la menace qui terrorise l'âge avancé, c'est les démences, évidemment, l'Alzheimer et les autres, parce qu'il n'y a pas que l'Alzheimer. Et vous avez bien dit, vous avez parlé du cerveau de réserve, de la neurogénèse et des synapses qu'il faut faire, voilà. Parce que on sait très bien par les autopsies à des âges relativement jeunes qu'on fait très tôt des plaques séniles. Les plaques tôt, voilà, et que ces gens qui sont morts d'autre chose n'ont pas fait un Alzheimer. Donc, il faut qu'il y ait une accumulation, évidemment, de ces plaques séniles avec le temps. Et que pour retarder, en quelque sorte, l'Alzheimer, il faut utiliser ce cerveau de réserve avec les activités cognitives. Il ne faut pas rester, comment dirais-je, inerte sur le plan intellectuel. On a eu un colloque, non pas ici, mais à Duguy, où participait d'ailleurs Laurent Parodi, qui est ici, auquel je poserai tout à l'heure une question pour les modèles animaux, et s'il veut bien. Et donc, on a eu un exposé de Jean-François Dartigue, qui est un neuroépidémiologiste ici, et qui nous a annoncé une bonne nouvelle, c'est que dans les générations actuelles, dans les grandes cohortes donc épidémiologiques, la maladie d'Alzheimer est en train de diminuer chez les femmes dans le sexe féminin qui étaient le plus menacées. Et c'est, a-t-il dit, à ce moment-là, que c'est parce que les générations actuelles sont plus différenciées, ont plus de diplômes, voilà, sont plus diplômées. Et il a retrouvé les mêmes choses chez les agriculteurs, qui ne sont pas les bouseux d'autrefois,
On le voit quand on regarde L'amour est dans le pré, hein, ils sont bien logés, hein, les paysans, ils sont chics et tout. Hein. Bien, mais donc il y a une transformation complète des conditions de vie qui influe sur l'Alzheimer. Donc il faut agiter nos connexions. Vous avez compris qu'il faut absolument venir désormais aux rencontres Hippocrate, déjà parce que vous écoutez M. Batin, mais au-delà de cela, bien entendu, vous faites travailler votre cerveau. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre à la question? Non, la seule chose, je trouve que Jean-François Dartigues est extrêmement positif, parce que toutes les cohortes ne montrent pas cette diminution, et malheureusement. Et en fait, il y a incontestablement un problème d'éducation, mais il y a aussi un problème de diminution des facteurs de risque cardiovasculaires. Et il faut mettre les deux en même temps. Il y a plus d'éducation et diminution des facteurs de risque cardiovasculaires que j'ai montré tout à l'heure en partie. Est-ce que vous voyez que le vin, parce que c'est une paquide d'Artigues, alors bien évidemment, est-ce que l'histoire ici, quand on boit un peu de vin, alors, le problème du paradoxe peut intervenir. À Bordeaux, la question de vin. Non, mais c'est pas grave. Je vais essayer de répondre quand même. Le problème du vin, c'est que c'est très difficile d'en parler. Voilà. D'abord parce que c'est à Bordeaux qu'on a démontré que le vin était bon pour le cerveau et pour les artères et ça. Ensuite, ça a été démontré pour la bière. Ensuite, ça a été démontré pour le schnapps, etc., etc. Le problème est très controversé parce qu'en fait, si vous buvez pas, vous êtes à risque. Si vous buvez juste la bonne quantité, vous diminuez vos risques. Si vous buvez trop, vous augmentez encore vos risques. C'est une courbe en J. Alors, le gros problème, c'est de savoir quel est le bon niveau pour pas avoir trop de... Est-ce que c'est un verre? Est-ce que c'est 2 verres? Est-ce que c'est 3 verres? J'ai un ami de Padoue qui dit c'est 5 verres par jour, et je pense que ça vous convient tout à fait bien à Bordeaux, mais personnellement, je ne souscris pas à ça. Monsieur Batin, qu'est-ce que disait Ozone? Ah ben Ozone buvait, il n'a pas précisé le nombre de verres, mais il buvait du vin, ça c'est sûr. Alors on a une question. Ah, très bien. Oui, merci beaucoup. Il y a tellement de facteurs. Comme pour le permis de conduire, on peut faire des stages de récupération des points. Je me demande si je pourrais faire la même chose pour récupérer un certain potentiel en rentrant dans mon magasin bio. Est-ce qu'on a le recul suffisant sur ces paramètres? Alors, je ne sais pas, monsieur. Je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'il y a une tendance, mais votre magasin bio ne résoudra pas certainement tous les autres problèmes. Si les personnes n'ont pas d'activité physique, n'ont pas d'activité intellectuelle et ne font que de manger du bio. Le fonctionnel. Merci beaucoup aux intervenants. J'ai été passionné et en plus, j'ai constitué quelques synapses nouveaux. Donc, je vous en remercie. J'ai peut-être gagné quelques années sans le savoir. Mais il y a une carte du monde, une map monde qui m'a stressé. Ça, c'est pas bien. Ce sont ces 2 cartes 2015-2050. Et la question très simple qu'on peut se poser, l'histoire s'accélère actuellement, c'est celle de savoir si les jeunes du Sud s'occuperont des vieux du Nord. Alors, c'est pas comme ça que j'aimerais répondre ou voir la question. Parce que je vais parler de l'Europe. Quand vous prenez de l'Europe et que vous voyez le taux de maisons de retraite en Espagne, en Italie, et que vous comparez ce taux de maisons de retraite dans les pays nordiques, la Finlande, le Danemark, dans les pays du Sud, Espagne, Italie, vous avez 3% de la population de plus de 65 ans qui est en maison de retraite. Quand vous prenez le Danemark, la Finlande et ces pays, vous avez 13 à 15%. Donc, il y a une différence au sein même de l'Europe qui est à la fois une différence culturelle. Dans les pays du Sud, la famille ou l'ancêtre représente quelque chose d'important et vous devez tout faire pour garder cet ancêtre à la maison, alors que dans les pays du Nord, c'est un tout petit peu l'inverse. Et nous sommes au milieu où la tendance, c'est plus un échange entre les jeunes et les vieux qui se négocie point par point et qui fait qu'on en est au stade d'environ 6,5% de la population en maison de retraite après 65 ans. Alors, il est évident qu'avec l'avance en âge, la croissance augmente énormément. Et le gros problème qui se pose en santé publique actuellement, c'est ces transferts inutiles au niveau de la maison de retraite, mais aussi, quand la fin de vie approche, de la maison de retraite aux urgences, pour passer 24 heures aux urgences pour rien,
simplement pour vivre de mourir de façon indigne. Et là, il y a plein de choses à faire pour changer un tout petit peu la conception de la fin de vie. Changement de mentalité, avec un regain actuellement de la notion de famille, d'ailleurs dans sa diversité. Tous ces éléments-là sont des éléments que nous devons travailler. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Fondation Anthony Minguenet. Et je voudrais vous poser une question qui relève d'une dimension éthique, des prises de conscience éthiques dans une société, à un moment où nous arrivons à un carrefour justement de l'évolution de notre société et même d'une mutation de l'humanité. Jusqu'à présent, jusqu'à 10-15 ans, la durée de vie d'une personne et au sein d'une espèce était dite préprogrammée, les 25% de gènes immuables. Vous avez tout abordé et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus en mettant en évidence justement toutes les interrelations avec les facteurs environnementaux, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et sur cette épigénétique, nous connaissons les mécanismes de télomérisation, troubles de méthylation, oxydation, etc., etc. Mais nous sommes arrivés aussi à un moment de la quête du sens de l'homme au niveau individuel, au niveau collectif. Et se fait jour, avec une certaine inquiétude, un autre courant de pensée à l'heure actuelle, qui est celui du transhumanisme. Et dans ce transhumanisme, il y existe une idée force, bien sûr. La mort peut être combattue, mais surtout, le vieillissement est considéré comme une maladie. Quelles en sont les raisons? Est-ce qu'il y a une intentionnalité philanthropique dessous? Ou est-ce que tous les chercheurs de la Silicon Valley qui sont dessus ont une arrière-pensée dans une future économie de marché? Toujours est-il que la place de l'homme sera à situer par la suite. Alors, pourriez-vous nous exprimer votre regard sur justement ces interrelations qui existent avec le transhumanisme et le regard futur d'une société concernant justement ces prises de conscience éthiques? Merci. Alors peut-être qu'avant de répondre à cette question très difficile, j'aimerais simplement rappeler quelque chose. Là, souvent, quand j'habite en Suisse, Switzerland, on pense souvent au Swaziland. Et au Swaziland, l'espérance de vie est de 49 ans. En Suisse, elle est de 85 ans. Donc il y a 40 années de différence aujourd'hui entre l'espérance de vie dans certains pays du Sud et dans certains pays comme le nôtre, en Suisse ou en France, etc. Donc là, il y a des problèmes majeurs qui existent. Pourquoi ces gens vivent si peu et pourquoi d'autres vivent si mal? Est-ce que c'est un problème de génétique? Est-ce que c'est un problème d'environnement? Une autre idée qui me vient en tête, en parlant de ça, c'est l'histoire de la souris et de la chauve-souris. La souris vit 10 fois moins longtemps que la chauve-souris. Parce que la souris, il y a plein de prédateurs qui sont derrière elle, alors que la chauve-souris, elle n'a pas de prédateurs ou très peu de prédateurs. Donc en fait, là encore, on est en train de jouer entre la personne ou l'individu, animal ou individu humain, et l'environnement de vie. Alors maintenant, quand on parle du transhumanisme, j'avoue que j'ai écouté beaucoup de ces conférences de personnes de Californie et je ne suis pas du tout convaincu. Parce qu'en fait, tout leur raisonnement est basé sur des modèles animaux. Chez l'animal, on sait très bien, chez la souris, on sait très bien comment elle vieillit. On connaît tous les mécanismes qui ont été évoqués par M. Batin au début de cette conférence. Chez l'homme, on ne sait vraiment pas où on en est. Donc en fait, ils sont en train de se battre pour des mécanismes biologiques qu'ils suspectent. Et la dernière conférence que j'ai entendue, c'était à Taïwan, à Taipei, il y a quelque temps, puisque j'étais le contradicteur de ce monsieur. Et en fait, ils en sont au balbutiement. Ils racontent que des bêtises, dans le sens où ils sont en train de vous promettre une vie de 1000 ans sans avoir aucune possibilité d'action immédiate ou en quoi que ce soit. Donc, à mon avis, c'est vraiment du grand futurisme. Et peut-être que derrière, il y a un esprit marchand que je n'avais pas envisagé avant, mais qui est incontestable. Ils ont un argent monstrueux avec des sponsors américains qui donnent de l'argent, des milliards, pour ce genre d'études. Je ne comprends pas. Par contre, il y a un problème majeur, c'est que derrière cette espèce de transhumanisme, il y a aussi le problème de l'eugénisme, et puis de savoir comment on peut
aussi changer, que l'enfant soit le plus idéal possible. Et j'avoue que j'ai été en Tunisie, en Maroc récemment, que une personnalité du Maroc m'a demandé, je voudrais avoir des enfants, mais comment est-ce que je ne peux pas l'avoir avec ma femme, et puis on voudrait que notre enfant il soit parfait, comment je peux faire? Et vous trouvez des sites internet où on vous dit, en Suède, on vous fait une sélection de vos gènes, etc., pour avoir un enfant qui a les yeux bleus, qui sera blonde, qui mesurera 1,85 m, etc., etc. Donc, est-ce qu'on y croit? Personnellement, non. Mais ça se discute, et vous avez raison de souligner que c'est un thème extrêmement important actuellement. Ce n'est pas simplement... Si je peux compléter ce que vient de dire Jean-Pierre Michel, c'était un des thèmes évoqués lors du colloque qu'on avait fait avec l'Académie de Bordeaux en mars, l'homme augmenté, qui avait été traité par Bernard Biulac, qui était bien placé comme neuroscientifique de haut niveau. Donc, si ça vous intéresse, il a parlé de ce sujet, l'homme augmenté, le transhumanisme, dans ce volume qui a été publié par LEH, et donc vous pouvez le demander à Sébastien Clément, qui est le maître des lieux. Mais c'est une vieille idée hein, qui remonte à Condorcet, quand il était le malheureux en prison à Bourg-la-Reine, avant de se suicider, hein, parce qu'il était l'ami des Girondins, au passage, et il avait fait une esquisse sur les progrès de l'esprit humain. Et il voulait justement augmenter. Et il voulait l'égalité entre toutes les classes sociales, les pays, etc. Il avait une utopie fantastique, mais tout à fait dans l'esprit des Lumières, et qui paraît évidemment tout à fait démesurée. Hein, voilà. Mais pour notre interlocuteur, prenez le texte de Bernard Biulac, vous saurez tout avec la bibliographie. Et puis il y a le livre aussi de Jean-Didier Vincent sur ce thème. Hein, voilà, qui est un Bordelais au passage. Alors, comme vous avez parlé des chauves-souris, vous avez parlé des chauves-souris, des rats, etc. J'avais une question, si vous êtes d'accord, que l'on pourrait poser à notre ami commun André-Laurent Parodi, qui est là au premier rang, hein, et qui est donc notre confrère de l'Académie de médecine, vétérinaire, et qui donc peut nous parler des modèles animaux qui sont très importants. Alors, moi, je voudrais l'interroger sur le râteau nu, qui a des incisives extraordinaires, qui vit sous terre, creuse des galeries, vit comme les insectes, hein, parce qu'il y a une femelle qui ne fait que des petits, c'est des mammifères, hein, et qui vit 30 ans, alors que le rat des villes et le rat des champs, il vit 1 an, pas plus. Alors, sacrément un modèle qui peut nous instruire sur nous-mêmes. Voilà. D'abord, je veux remercier Jean-Pierre Michel pour la clarté et aussi le message d'optimisme qu'il nous a donné à travers ces démonstrations. Alors, Jacques Matin, lui, est redoutable parce qu'il sait tout. Il connaît même le râteau. Et... oui. Parce qu'il... Non. Râteau. Voilà. Alors, le monde animal doit être divisé, je crois, en espèces sauvages, espèces domestiques et espèces de laboratoire. Donc, pour les espèces de laboratoire, Jean-Pierre Michel nous a donné des informations qui sont tout à fait remarquables, étonnantes, hein, parce que à la fois tous les critères qu'on a pensé pouvoir réunir, qui sont intrinsèques, génétiques, qui sont environnementaux, sont un peu en faillite finalement, sont un peu en faillite parce qu'ils n'expliquent pas tout et que, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a des espérances de vie différentes chez l'animal qui est la souris, l'animal de laboratoire. Pour les espèces sauvages, l'information que nous a donnée Jean-Pierre Michel est tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il est difficile d'apprécier la longévité d'une espèce sauvage parce que la moindre infirmité le rend vulnérable aux prédateurs, l'empêche de se nourrir et par conséquent, ses jours sont comptés et il disparaît. Alors il y a le cas particulier de ce qu'on appelle le rat taupe, qui est en fait un petit animal souterrain qui vit dans l'Est africain et qui est actuellement au centre de recherche. Il y a un travail commun entre l'école vétérinaire d'Alfort et l'INSERM. Il y a à l'école vétérinaire une colonie de rats taupes qui sont remarquables à la fois par leur aspect répugnant, parce qu'ils sont tout à fait laids, par le fait qu'ils ont une vie sociale tout à fait particulière, qui s'apparente à celle de certains insectes dits sociaux, comme les abeilles, c'est-à-dire qu'il y a une femelle reproductrice et que la collectivité, y compris ses congénères femelles, sont au service de cette reine mère, c'est-à-dire recueillent ses petits, les élèvent et les conduisent jusqu'à l'âge adulte. Ça, c'est l'aspect social de ces animaux. L'aspect biologique, il est étonnant aussi, c'est ce qui fait son intérêt, c'est que d'une part, ils ont une longévité tout à fait
supérieur par rapport aux autres espèces du même embranchement, et puis aussi par le fait qu'ils sont indemnes de cancer. Il n'y a pas de cancer. On ne connaît pas de cancer chez le râteau. Donc c'est l'objet de ces recherches qui se poursuivent chez ces animaux souterrains, quasiment aveugles, qui vivent dans des terriers et qui, à la fois, bénéficient de conditions biologiques tout à fait exceptionnelles et de structures sociales qui est exceptionnelles. Alors, ça, c'est le segment des animaux sauvages. Et puis, il y a les animaux domestiques. La médecine vétérinaire a fait de grands progrès, en particulier, enfin, dans tous les domaines. Mais le domaine de l'animal dit de compagnie, c'est-à-dire du compagnon de l'homme, connaît des développements considérables. Et il y a une sorte d'urbanisation de l'animal de compagnie, de proximité avec les conditions de vie de son maître, qui fait qu'on rencontre à peu près tous les avatars liés à l'âge, à savoir qu'il y a d'une part des vieillissements accélérés liés au mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité, c'est-à-dire la suralimentation, qui fabrique des vieillards, des chiens vieillards, surtout des chiens ou des chats vieillards, qui sont des vieillards prématurés en quelque sorte, avec des espérances de vie diminuées, qu'il y a également des troubles cognitifs. Et il y a actuellement une espèce de gériatrie vétérinaire qui se développe pour essayer d'entretenir la vie relationnelle de ces vieux animaux, soit en leur fournissant un environnement enrichi, c'est comme ça que ça se dit, soit en leur fournissant un compagnon plus jeune qui va entretenir leur relation sociale. Donc on est dans des schémas qui sont tout à fait comparables. Donc je ne sais pas si, dans l'état actuel des choses, le vieillissement chez l'animal de compagnie est susceptible d'apporter beaucoup à la connaissance du gériatre. Par contre, en sens inverse, eh bien, la gériatrie apporte beaucoup à la médecine vétérinaire de l'animal âgé. Et puis, juste pour aller un peu dans le sens et pour rire un peu, il a été démontré de manière très formelle, de manière mathématique, que la compagnie d'un animal de compagnie chez la personne âgée est un facteur favorable à un bon vieillissement. Ceci parce que la plupart de nos compagnons vivent en ville, il faut bien les sortir, il faut bien les faire marcher, et que cette obligation quotidienne de promener son chien pendant au moins 30 minutes, ça a été mesuré, est un facteur favorable à l'allongement de la vie dans de bonnes conditions. Donc vieillir, c'est aussi peut-être adopter un chien et être obligé de le promener. Merci André-Laurent Parodi pour cette intervention très, très intéressante qui complète tout ce qui a été dit. Et s'il est là ici aujourd'hui, c'est pas par hasard, parce que c'est demain, il vient avec nous. On fait un bout de chemin du Camino Frances de Santiago. Donc, on joint le geste à la parole. Je vais sûrement réagir. Non, je ne veux pas réagir parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Laurent Parodi. J'aimerais simplement dire que si un homme vit environ 100 ans et qu'on fait une autopsie systématique de sa prostate, il y a à peu près 95% de ces hommes qui sont très âgés qui ont un cancer de la prostate. Voilà, contrairement à votre raton nu. Et qui n'en meurt pas. Et qui n'en meurt pas. C'est simplement une... Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de prostatiques traités, probablement en excès. On ne va pas rentrer dans le débat. Vous avez sûrement des questions à poser, profitez-en. Dans la salle, oui, je vois des bras qui se lèvent. Oui, je voulais vous interroger sur votre planisphère, la deuxième, là où j'ai été surpris de voir que les Américains des USA ne rentrent pas dans ceux qui seront les plus âgés dans les années 2050. Alors, il doit y avoir des raisons peut-être liées... Oui, c'est le Canada qui... J'ai été surpris de ne pas y voir les États-Unis. Ah, voilà. C'est celle-là. Alors, c'est assez compliqué quand même, hein, parce que si on prend la Chine actuellement dépense environ moins de 10 US$
pour les soins de santé par an. Les États-Unis, au contraire, dépensent le plus pour la santé, et c'est donc les premiers qui dépensent beaucoup d'argent pour la santé. Si vous comparez l'espérance de vie des Chinois et des Américains, actuellement, c'est la même. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi, d'un côté, la Chine, qui dépense très peu, a une espérance de vie de plus de 70 ans, 75 ans, alors que les Américains sont à 73, 74 ans. Et ça, c'est un problème majeur, et c'est certainement parce qu'il y a beaucoup d'inégalités au sein de la population américaine. Et ça explique bien cette map monde qui est très surprenante, effectivement. Mais c'est une des explications. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Quand vous parlez des inégalités, ça me rappelle un des premiers épidémiologistes qui était Louis Villermé. Et ça remonte ça au 19e siècle. Et il avait comparé la mortalité des quartiers, entre les quartiers riches et les quartiers pauvres de Paris, et il avait dit « La mort est une maladie sociale. C'est la misère qui l'entraîne, c'est évident. » Et il avait fait une deuxième étude en comparant la taille des conscrits napoléoniens, suivant qu'ils étaient des quartiers riches et des quartiers pauvres. Et la différence était significative là encore. Voilà. Oui, je suis d'accord, mais c'est souvent un problème de comportement aussi. Si vous regardez dans la rue, vous sortez, vous allez voir que des personnes qui ont un niveau socio-économique bas, a priori, comme ça, ont des comportements de santé qui ne sont pas bons non plus. Ben oui, ça va tout de suite en même temps. Donc, c'est ça aussi le problème. Il faut bien savoir qu'il y a des inégalités sociales et il y a des comportements de santé qui sont complètement différents. Et ce que vous avez dit au tout début en disant les médecins, on doit devenir médecins de chacun d'entre nous, eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose, c'est un message qui n'est pas passé dans certaines classes de la population. Je me permets d'intervenir. Il y a 20 ans, quand j'étais au Conseil de l'Europe, il était l'habitude de dire que dans l'augmentation de l'allongement de la vie, simplement 5, et les plus optimistes disaient 7,5%, revenaient à la thérapeutique. Et tout le reste était lié à l'environnement, au social, aux formes de vie, comme vous l'avez dit. La démocratie faisait partie des éléments particuliers. Dans votre discours tel que vous devez le tenir, j'ai l'impression qu'a priori, vous mettez sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, comme étant, comment dire, un déterminant maximal. Or, vous nous avez présenté que les déterminants sociaux étaient aussi majeurs et entraînaient ensuite les problèmes au niveau des déterminants de santé. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela un tout petit peu? Alors, écoutez, dans ce que j'ai lu récemment par rapport à la Commission européenne, la France est très très bien placée par rapport aux accès de santé, accès aux soins. La France est la première avec un taux de 95% positif et 5% de négatif. Et ce qui est aussi important, c'est la coordination des soins, qui semble apparemment pas bonne en France, mais c'est la première. C'est tellement mieux qu'en Allemagne, où la coordination des soins est déficiente dans 40% des cas. Donc, on se plaint beaucoup, enfin, vous vous plaignez beaucoup, excusez-moi, moi je suis français et suisse, mais au total, c'est pas si mal que ça. Ça peut être amélioré, voilà. Mais c'est pas si mal que ça. Peut faire mieux. Alors, moi, j'avais une petite proposition quand vous avez parlé de l'état de santé en Chine et l'état aux États-Unis. C'est que les Chinois, depuis très très longtemps, ils ont un système de prévention avec le yin, le yang, l'équilibration de la diététique, etc. Et ils sont médecins d'eux-mêmes depuis bien plus longtemps que nous. C'est parfait, monsieur. C'est ce que j'aurais voulu dire les Américains. Mais je l'ai pas dit. Vous avez strictement raison, monsieur. Et dans les parcs, on voit très bien les personnes âgées le matin qui font des mouvements de gymnastique, qui s'entretiennent. Dans l'après-midi, vous allez, ils sont en train de socialiser, de jouer ensemble, etc. Je connais bien la Chine. Je suis professeur à Pékin, donc je connais bien la Chine par bien des aspects. Et effectivement, ça joue un rôle extrêmement important. Dans le prolongement, quid de la spiritualité? Vous l'avez noté comme étant
des éléments secondairement rajoutés au niveau de l'OMS, au niveau des définitions. Que pensez-vous? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du transhumanisme, mais le début du transhumanisme, c'est le mouvement Hacker, ensuite un certain nombre qui essayent d'aller dans un autre système, dans un autre monde. Et la philosophie, d'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle L'évangélisme technologique, je vous conseille de le lire, qui justement fait l'histoire un tout petit peu du transhumanisme au niveau de leur postulation, etc. Qu'en pensez-vous de l'action de la spiritualité qui n'est pas très loin du yin, du yang dont on vient de parler? Alors, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur ce thème, simplement vous dire que la longévité des dames qui vont régulièrement à la messe, et ça a été une étude démontrée au niveau européen, ont une survie beaucoup plus grande et de meilleure qualité que les personnes qui vont jamais à la messe. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Je vous laisse conclure vous-même. Je vais me permettre de rajouter quelque chose. Nous avons été particulièrement attentifs, car nous travaillons beaucoup sur les rapports dans un hôpital qui fait partie du groupe de soins. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, à un moment, il y a 2 ans, a été amenée à définir ce qu'était une équipe de soins. Est-ce qu'on y mettait dedans les personnes qui s'occupaient de la spiritualité ou pas? Oui, bien sûr. Toute la question a été posée. Au Canada, c'est un véritable métier, d'ailleurs, qui n'est pas obligatoirement, comment dire, du prosélytisme. Et on a montré que, là encore, ce sont des études tout à fait qui montrent que les personnes guérissent mieux lorsque, justement, il y a une prise en charge spirituelle. Ce que, pour nous, il est difficile, bien souvent, d'admettre. Qu'en pensez-vous? Et les moines tibétains, hein? Est-ce qu'on sait quelque chose à leur propos? Personnellement, je ne sais pas. Et les Japonais avec leur jardin zen, là, hein? Oui. Les Japonais, c'est quand même le pays le plus vieux du monde. Hein. C'est incroyable. Ce qui est intéressant pour le Japon, je suis désolé, je vous raconte encore une anecdote, mais les Japonais sont apparus les plus vieux, avec la plus vieille population du monde. Et puis, il y a environ 10 ans, on s'est rendu compte que 40 000 centenaires japonais n'existaient plus. Et ça pose problème quand même. Oui, ils n'existaient plus. C'est-à-dire que les familles n'avaient pas déclaré leur mort. Et là, on voit d'autres aspects qui sont des aspects financiers pour les retraites et tout ça, qui sont importants à considérer. Donc, ils n'étaient pas morts. Ils étaient morts. Ah, mais ils étaient morts, mais ils touchaient la retraite. Eh oui. Mais le Japon reste toujours le pays le plus vieux du monde. Pardonnez-moi de poser une seconde question qui a lieu à l'évolution des consciences d'une société et de l'éthique. Vous avez abordé tout à l'heure les notions de certains pays où il y a une étude génétique de chaque individu, une cartographie justement génétique, avec les risques de vieillissement. Mais nous abordons ici, alors cette question est posée aussi aux experts en médecine et surtout aux juristes et experts en droit qui sont présents dans la salle. Y a-t-il risque d'un glissement vers une médecine prédictive avec ceci, avec les risques en plus des interrelations des compagnies d'assurance qui vont se greffer dessus, exclusion ou surprime, mais surtout par l'évolution de l'intelligence artificielle des interrelations et des conséquences, nous arriverons à des débats juridiques et à des prises de position juridiques. Y a-t-il risque aussi par la suite de l'apparition en ce sens d'une justice prédictive? Merci. Alors, est-ce que je laisse le juriste parler d'abord ou Je vais vous dire quelques petites choses. La première chose, c'est que la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de choses. C'est la 3e conférence en une semaine. Donc une fois à Bruxelles, une fois à Genève, une fois ici. Et les conférences à Genève étaient une conférence sur la precision medicine ou la médecine personnalisée. C'était organisé donc par la Fédération européenne des académies de médecine. Et le thème de cette conférence était les outils prédictifs que l'on appelle maintenant les compagnons
les outils de compagnon tools, companion tool, qui servent à déterminer ce que vous avez, Monsieur Batin, tout à l'heure proposé, éventuellement, la prédiction de ce qui va se passer dans le futur. Et effectivement, le point qui est majeur actuellement, c'est dans la récupération de toutes ces informations et surtout la collection de toutes ces informations dans ce qu'ils appellent non plus maintenant les big data, mais les méga data. Comment est-ce que toutes ces informations d'une population sur un plan génétique vont être collectées? Qui va les utiliser? Qui va s'en servir? Comment on va s'en servir? Et à ce moment-là, il y a un responsable européen de la Commission européenne qui est en charge de ça, qui a parlé pendant une demi-heure, et je vous assure que j'ai jamais entendu un propos aussi rébarbatif, parce que c'est tellement compliqué sur le plan juridique d'organiser cela que j'ai quitté la salle ensuite, parce que c'est vraiment hyper compliqué d'harmoniser les États, d'harmoniser la législation, de savoir qui peut les utiliser, à quelle fin, etc., etc. Alors, effectivement, on est dans un tournant qui est majeur, et je ne sais pas comment les juristes vont pouvoir répondre à cela, parce que on va avoir des outils, mais on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, on va avoir des outils, mais on n'aura pas beaucoup de propositions thérapeutiques. Actuellement, il y a environ 70 médicaments de précision qui existent pour des maladies rares. Et pour développer un médicament dit de précision, ça coûte entre 1,5 milliard et 1,7 milliard pour développer un seul médicament pour agir sur un seul gène, ce qui est vraiment très cher. Donc je ne sais pas comment les juristes vont répondre à tout ça. Je proposerais que ce soit une de nos futures, si tu le veux bien, rencontres Hippocrate, parce qu'on se trouve par rapport, je rebondis à ce que vous dites, c'est qu'actuellement, les possibilités de faire les caractéristiques génétiques, alors que c'est interdit en France, il faut autrement passer par le notaire, par le juge, en partant du principe, comment dire, que l'on a une bonne raison prévue par la loi. Il n'empêche que 23andMe, 23 et moi, deuxièmement, TheHeritage, MyHeritage, font des publicités en particulier sur BFM Business, sur BFM Télé, et que bon nombre de personnes sont amenées parmi nous à envoyer leur salive gentiment. Alors, il vaut mieux le donner à une fondation de bien public. Donc tout ceci pour montrer, et derrière il y a un mécanisme de double effet avec des recherches qui sont faites sur un nombre très conséquent de prélèvements qui sont gardés, etc., et qui rentrent dans la vision des big data, qui rentrent, puisque c'est Google qui est derrière, et du transhumanisme. Je vous propose de faire une telle réunion, parce que là, on n'a plus le temps. Il me reste en conclusion vous remercier tous les deux. J'avais prévu... Personnellement, je voudrais remercier aussi M. Clément de nous avoir réunis. Merci. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, à Ozone ce qui est à Ozone, n'est-ce pas, comme on l'a dit aussi. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux pour les propos extraordinairement clairs, pour ce débat tout à fait vif que vous avez en fait initié. Et je suis persuadé qu'on sera amené à vous revoir, parce que toutes les questions, et vous êtes au fait, en définitive, de ce que l'OMS, par définition, peut nous proposer à la réflexion. Je vous propose qu'on vous applaudisse ainsi que M. Clément.